Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques instants, je reçois mon invité qui est Jean-François Duprat qui va venir nous parler de son projet très spécial qui est Vaincre la maladie mentale, un sommet à la fois. Plus tard à l'émission, à l'Espresso et à l'Espresso allongé, le sujet sera autour du Dr Walter Penfield, un personnage bien connu. En début de deuxième demi, notre collaborateur Bernard Saunier, de longue date à l'émission d'ailleurs, vient nous présenter un texte qu'il a écrit lui-même et de son expérience en santé mentale. Ce sera très intéressant. Bernard, c'est un personnage très coloré, vous allez voir. Donc, tout ça dans le menu de Folie douce. Cette semaine, on commence en chanson avec Kent et la chanson s'intitule « Chagrin d'honneur ». Bienvenue à Folie douce. Que vous soyez branché, déboussolé, renfermé ou éclaté, vous s'étonisez actuellement Folie douce. Je m'entretiens maintenant avec mon invité qu'on va rejoindre en fait en Alberta, Jean-François Duprat. Bienvenue Jean-François à Folie douce. Ça va bien? Oui, ça va bien. Et toi-même? Très bien, merci beaucoup. Oui, donc tu nous parles de Canmore en Alberta. On va parler d'un sujet intéressant, bien sûr, en rapport avec la santé mentale. Tu as un projet un peu fou, si on veut dire, dans le bon sens, et ça s'intitule « Vaincre la maladie mentale, un sommet à la fois ». J'aimerais que tu nous présentes justement, qu'est-ce que c'est ce projet-là, grandiose quand même? Oui, exactement. Ben, fou, quelques personnes pourraient catégoriser ça de fou. Mais pour moi, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Fait que c'est... dans le fond, c'est de faire l'ascension des 7 sommets. Les 7 sommets, ce sont les sommets les plus hauts de chaque continent. Et puis, avec mes partenaires, en 2018, on prévoit faire l'ascension du mont Denali en Alaska. C'est le plus haut sommet des Amériques. Et puis, c'est un rêve que j'ai toujours eu en moi depuis l'âge de 15 ans. J'ai toujours lu beaucoup de livres sur l'alpinisme, la montagne. Et puis maintenant, c'est ça, j'habite en Alberta depuis plus de 12 ans, par contre. Et puis, c'est en 2001 que j'ai fait ma première visite ici en Alberta. Puis, je suis vraiment tombé en amour avec la montagne. J'ai commencé à faire des randonnées en arrière-pays. Je faisais beaucoup de plein air au Québec. J'étais toujours été en contact avec la nature. Mais quand je suis arrivé ici dans les montagnes rocheuses, je suis vraiment tombé en amour avec ce que je voyais. Puis, j'avais envie de découvrir plus, de monter. Alors, j'ai commencé à faire l'escalade. Ça fait environ 12 ans que je fais l'escalade. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à lire plus sur l'alpinisme, la montagne, les différents endroits, les différents sommets, le mont Everest et tout. Puis, c'est quelque chose que... ce qui est arrivé dans mon cas, c'est qu'il y a 2 ans, j'ai fait une dépression. J'ai été affecté par la dépression à différents moments dans ma vie. Et puis, à ce moment-là, j'ai comme eu un déclic dans ma tête. Je me suis dit, pourquoi pas décider moi-même de suivre ma passion, mes rêves, qui est de faire les 7 semaines, mais de faire ça pour une cause qui me tient vraiment à cœur, c'est la maladie mentale. Alors, j'ai commencé depuis quelques temps à j'ai fait un partenariat avec l'Association canadienne de la santé mentale de Calgary. Puis, on fait une levée de fonds à travers notre projet. C'est d'où le nom Vaincre la maladie mentale, un sommet à la fois. Alors, on fait une levée de fonds pour l'Association canadienne de la santé mentale et tout dernièrement aussi, on a commencé pour Mental Health America, alors pour les gens des États-Unis. Alors, c'est vraiment un super beau projet. On va y aller un sommet à la fois, une étape à la fois, mais c'est vraiment quelque chose de grandiose, oui. C'est un projet que tu prévois étaler, mettons, sur combien de temps? Parce que c'est quand même pas évident là, de faire les sommets, de gravir un sommet. Ce défi-là a déjà été réalisé, dans le fond, en 1 an, mais c'est pas quelque chose, je fais pas ce défi-là, moi, pour battre des records ou faire ça le plus rapidement possible. Ce que j'aimerais faire, moi, personnellement, c'est les 4 des sommets qui sont moins dispendieux, disons, que je peux financièrement moi-même payer les coûts dans le fond en travaillant supplémentairement. Alors, il y a le mont Denali qu'on va faire prochainement en 2018. Il y a le mont Aconcagua en Amérique du Sud, le mont Kilimanjaro, le mont Elbrus. C'est des sommets qui sont moins chers, peut-être à 4 000 $. Et je prévois faire ça moi-même. Puis pour les 3 prochains, les plus gros, ben là, c'est le mont Vincennes, le mont Everest et puis la pyramide de Carson en Indonésie. Alors, c'est des sommets qui sont beaucoup plus coûteux. Donc, j'espère faire les 4 premiers sommets, disons, dans les 2-3 prochaines années, puis ensuite voir comment ça se passe pour les autres. Comment tu veux transposer, disons, est-ce qu'il y a un peu l'allusion en disant, bon, la santé mentale, des fois, on a l'impression que c'est une montagne, puis est-ce que c'est un peu dans ce sens-là que tu fais visuellement, on voit que c'est d'accéder au sommet, c'est une victoire, en fait, en soi, là? C'est une victoire, oui. Puis, ce qui me rapproche, je trouve, qui fait le lien avec la santé mentale, comme vous disiez, dans la santé mentale, la dépression, ou peu importe comment on se sent à l'intérieur, c'est
c'est vraiment un défi de tous les jours, un peu comme en montagne. Je trouve que pour moi, en montagne, ça me permet de revenir au moment présent, ça me permet d'être de retourner à la base, dans le fond, c'est de simplement quand on est en un moment de difficulté, c'est d'essayer d'arrêter de penser à tous les problèmes, de se ramener simplement à soi-même à la base. Qu'est-ce que j'ai besoin présentement? J'ai besoin de nourriture, j'ai besoin d'avoir un support, des amis, des coéquipiers de montagne, des partenaires de cordée. J'ai besoin ça nous ramène vraiment au moment présent. Ça nous apprend à communiquer comment on sent, parce qu'en montagne, c'est important de bien partager comment on sent avec ses partenaires. Surtout, ça va être ma première expérience en haute altitude, c'est à plus de 20 000 pieds. Ça va être vraiment important de communiquer comment on sent, si on a un problème avec l'altitude, si on a froid, parce que si on n'est pas ouvert avec ces sentiments-là, c'est là que les problèmes peuvent arriver. C'est un peu la même chose avec la santé mentale ou la dépression. On a besoin d'avoir un groupe de support, des coéquipiers, des gens autour de nous pour pouvoir parler comment on se sent. Puis c'est important d'avoir les bons outils quand on fait face à une situation difficile dans la vie, que ce soit peu importe, en montagne, au travail, d'avoir des bons outils, de prendre les bonnes, d'aller chercher l'information dans les livres sur Internet, c'est de bien s'informer, de bien s'entourer. Puis d'y aller vraiment, c'est de se rappeler d'y aller seulement un pas à la fois. En montagne, dans la vie, il y a des moments où on rencontre des moments difficiles, puis c'est de pas se décourager. Il y a des moments donnés, on va faire 2 pas en avant, des fois on va faire 4 pas en arrière. Ouais. En montagne, des fois, on va monter jusqu'au 2e camp, la température est mauvaise, il faut redescendre pour mieux s'acclimater, se donner un peu de temps. Puis c'est un peu ça aussi avec la vie, c'est d'apprendre à être flexible, d'apprendre à gérer avec les éléments, qu'est-ce qui se présente à nous, puis de se réajuster. Et puis, s'il y a une possibilité de réussite de sommet, tant mieux, mais je vais pour l'expérience personnelle, l'expérience humaine, l'expérience physique. C'est vraiment un gros défi au niveau physique. C'est ce qui m'interpelle à travers ces défis-là. Puis pour moi, avec le plein air, dans les 20 dernières années que j'ai pratiqué le plein air, l'escalade et tout, j'apprends vraiment à me connaître avec mes limites, mes forces. C'est quelque chose de bien aussi. Comme je disais tantôt, il y a 2 ans, j'ai fait une dépression et puis c'est à ce moment-là que j'ai été chercher de l'aide, j'ai été chercher le support que j'avais besoin pour régler des choses que j'avais besoin. Puis c'est toujours important d'être ouvert, à aller chercher cette aide-là qui est disponible. Oui, absolument. Jean-François, est-ce que tu prévois aussi un peu de documenter ça ou en tout cas diffuser des informations? Parce que on sait aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile qu'avant. On est capable de rapporter des images ou rapporter des propos. Est-ce que dans ton aventure justement de monter des sommets un à la fois, est-ce que tu vas justement documenter tout ça? J'espère le plus possible. Là, présentement, j'ai mis en place il y a quelque temps un site Internet. Les gens peuvent me suivre à www.jeanfrançoisduprat.com. Alors, c'est mon site Internet qui est en français et en anglais. Les gens vont avoir un peu plus d'informations sur mon projet, qu'est-ce qu'on fait, quelles sont nos causes, pourquoi on fait. Je parle un peu aussi de mon histoire personnelle avec la santé mentale, la dépression aux différents moments de ma vie. Fait que ça va aider les gens à comprendre un peu plus qu'est-ce qui se passe. Puis, il y a des photos aussi de nos expéditions. Puis les gens sont en mesure aussi, si les gens sont intéressés à donner, mais les gens peuvent faire une donation directement, sécuritairement sur le site Internet. Pour une fois qu'on est en montagne, on regarde présentement les différentes options, parce qu'on va avoir déjà beaucoup en tout cas pour le monde dernier, on va avoir beaucoup d'équipements, on va avoir à peu près 150 livres d'équipements chacun, mais on regarde peut-être pour amener une petite caméra GoPro, quelque chose de léger, qu'on pourrait filmer le tout. J'ai un ami qui a un appareil, ça s'appelle InReach, qu'on va être capable peut-être d'aller sur Facebook aux 2-3 jours, de regarder les informations, on va un téléphone sur télé, c'est qu'on va essayer de marier tout ça dans notre expédition quand ce sera possible de communiquer puis de garder les gens au courant. Mais je pense que ça va être une belle aventure de nous suivre, ça c'est sûr. Oui. Tu nous disais tantôt, Jean-François, que justement, tu as vécu donc une dépression. Et est-ce que tu t'étais déjà intéressé à la santé mentale avant toi-même d'être touché ou si ça a changé un peu ta façon de voir la chose? D'avoir été touché moi-même, ça m'a vraiment ouvert les yeux à qu'est-ce que c'était vraiment la santé mentale. Je pense que on entend parler, mais pas beaucoup. Puis quand ça ne nous touche pas, c'est comme beaucoup de sujets des fois dans la vie, on se cherche peut-être pas à les chercher. Mais j'ai toujours été une personne qui a toujours aimé les contacts humains, tout ça. Puis pour moi, mon expérience avec la santé mentale, ça a commencé même à l'adolescence. À la suite d'événements traumatisants, j'ai commencé à souffrir de dépression. Puis à ce moment-là, il y a 20 ans, pratiquement même un peu plus, on parlait pas vraiment beaucoup de la santé mentale. Fait que je savais même pas moi-même que je faisais face à la dépression. Puis au lieu d'aller chercher de l'aide ou d'en parler, je me suis un petit peu perdu à travers tous ces sentiments-là. Fait que
je me suis perdu un peu dans les illusions, puis des artifices de la vie, puis j'ai même fait une tentative de suicide à l'âge de 19 ans. Mais à partir de ce moment-là, ensuite, ça m'a amené à faire un développement personnel, spirituel. Enfin, j'ai commencé à lire beaucoup de livres sur la pensée positive, tout ce genre de travail-là personnel pour m'aider à comprendre qu'est-ce qui se passait à l'intérieur. Ça me permet aussi de comprendre un peu plus qu'est-ce qui se passe dans le monde autour de nous. Puis c'est sûr, il y a encore 2 ans, il y a 2 ans, comme je disais, il y a eu un deuxième épisode. Puis à ce moment-là, mais c'est là vraiment que je me suis intéressé parce que là, j'ai été chercher de l'aide. Alors, j'ai été en mesure de moi-même mieux comprendre qu'est-ce qui m'arrivait. Puis c'est ce que j'espère faire aussi avec mon projet, c'est d'encourager les gens à aller chercher de l'aide. Comme j'ai fait il y a 2 ans, ça n'a vraiment pas été une décision facile d'aller chercher de l'aide. Puis il y avait un côté de moi qui sentait que oui, il voulait aller chercher de l'aide, mais l'autre côté de moi qui se sentait un peu comme, qui se sentait lâche, qui se sentait faible, qui disait, ben non, j'ai pas besoin, je suis correct, ça va passer. Mais quand ça fait plusieurs années que c'est comme ça finit pas par passer. Fait j'encourage les gens à aller chercher de l'aide. Peu importe la façon que vous pouvez aller chercher de l'aide, c'est de faire un petit pas à la fois comme en montagne et puis d'aller chercher de l'aide qui vous est nécessaire. Puis c'est une preuve de courage d'aller chercher de l'aide. Ce n'est pas au contraire une preuve de lâcheté ou de faiblesse, comment on peut se sentir. Fait que je vous encourage à vous faire ce cadeau-là. Oui, absolument. Je pense que faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur il y a beaucoup de jugements, je pense, avec la maladie mentale, mais ce que je me rends compte, c'est que pour moi, mes blessures du passé venaient de mon propre jugement personnel, d'un manque de confiance. Fait que souvent, ça part de nous. Fait que c'est en acceptant soi-même qu'on a une difficulté, mais là, déjà, le premier pas, il est fait vers le sommet, vers la guérison. Puis c'est simplement d'aller chercher de l'aide, puis d'accepter que tout est temporaire. En fait, qu'une situation difficile, il y a toujours moyen de dealer avec la situation. Oui, absolument. Peux-tu nous dire, on a un peu de temps encore, Jean-François, en Alberta où tu te trouves depuis 12 ans, est-ce que les services de santé mentale sont quand même accessibles et est-ce que tu as rapidement trouvé ce que tu avais besoin pour t'aider dans ta dépression? Je dois dire, en Alberta, c'est mon expérience, parce qu'on habite dans une petite communauté Sagamore. On a un très bon service hospitalier, médical et tout. Puis du côté santé mentale, ça a été quand même assez facile. Mais ça m'a pris une première fois, ça m'a pris environ 3 semaines avant d'avoir mon premier rendez-vous. Mais ensuite, ça a été facile. Je pouvais avoir des rendez-vous aux semaines, aux 2 semaines, selon mon besoin. Puis ça m'a vraiment grandement aidé. J'encouragerais vraiment les gens à aller chercher cette aide-là. Puis que ce soit au niveau... parce qu'il y a encore beaucoup de tabous avec les médicaments, si oui ou non on les prend et tout. Je pense que c'est un choix personnel, mais dans mon cas, c'était quelque chose qui m'a vraiment aidé. Puis c'est quelque chose que je continue à utiliser maintenant. Puis c'est pas une nécessité. Toutes les situations, toutes les personnes sont différentes. Mais c'est important d'aller voir quelles sont les ressources qui sont disponibles, faire les bons appels, puis essayer de bien gérer la situation. Oui. Avant de terminer, Jean-François, j'aimerais que tu nous rementionnes pour ton projet Vaincre la maladie mentale un sommet à la fois. Donc, un projet ambitieux, mais il n'y a rien d'impossible dans la vie là, d'atteindre justement, de gravir les 7 sommets, en fait, un peu partout dans le monde. Comment les gens peuvent en savoir plus et éventuellement donner s'ils veulent t'encourager aussi pour ton projet? Oui, alors encore une fois, les gens peuvent aller directement sur mon site internet à www.jeanfrançoisdupras, DUPRAS.com, www.jeanfrançoisdupras.com. Et je suis aussi sur Twitter, Instagram, directement à partir de mon site internet, les gens peuvent faire des donations. Vous pouvez vous connecter sur ma page Twitter, Instagram, et j'ai aussi Facebook c'est Ma vie, mon aventure, My life, my adventure. J'offre le service en anglais et en français. On va aller définitivement te voir. J'espère que les gens vont pouvoir en apprendre plus sur toi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Je te souhaite beaucoup de chance et il faudrait vraiment nous en reparler après que tu auras amorcé l'aventure ou dès que tu auras fait peut-être quelques sommets. Ça serait intéressant de se reparler. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Oui, et bonne chance. Merci. À la prochaine. Nous apprécions toujours vos commentaires par téléphone. Composez le 514-990-9604. 514-990-9604. C'est maintenant le bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Et bonjour Ghislain Malo. Bonjour. Alors Pierre, aujourd'hui ton sujet c'est sur un personnage connu, le docteur Walter Penfield. Il y a une rue d'ailleurs à son nom, je pense, à Montréal. Oui, qui longe la montagne. Exactement.
Oui, mais tu sais, je te dirais, un personnage connu, oui et non. On connaît tous Le nom est connu. l'avenue du docteur Penfield, Ouais. mais l'homme lui-même, qui est décédé en 1976, on ne connaît pas sa vie tant que ça, À part je qu'on trouve. pense, moi je crois savoir qu'il y a eu un grand implication au niveau de la santé mentale, une Oui. grande implication. C'est au niveau du traitement de l'épilepsie. Ouais, c'est ça. Souvent, on marque sur notre, dans la plaque, la plaque du Québec, je me souviens, mais notre histoire, on s'en souvient pas beaucoup. Oui, là. c'est vrai. Donc, c'est dans le domaine de l'épilepsie, dans le traitement de l'épilepsie, qu'il a laissé sa marque. Mais je vais commencer par donner une courte définition de l'épilepsie d'après Madame Sarah Lippé, qui est neuropsychologue. Alors, elle nous dit que l'épilepsie est un dysfonctionnement du cerveau qui se manifeste par des crises allant d'un court arrêt des activités de l'individu à une perte de conscience et des convulsions motrices. La crise épileptique est un signal envoyé par le cerveau d'un dysfonctionnement cérébral. Et au Canada tout entier, plus de 15 000 personnes reçoivent un diagnostic d'épilepsie chaque année. Ouais. Donc, C'est quand même... oui, c'est une maladie méconnue, l'épilepsie. Hein? C'est quelque chose qui est quand même pas si connu. C'est mieux traité, mais les gens qui sont plus âgés ont certainement vu quelqu'un faire une crise d'épilepsie dans leur jeunesse. Moi, j'en ai jamais vu personnellement. C'est peut-être un signe que c'est mieux contrôlé. Moi, j'en ai vu. C'est pas très plaisant pour la personne. Mais je vais vous lire quelques passages d'un article écrit par M. Jérémy Boucher-Inovic, qui est journaliste scientifique. Son article sur Internet s'appelle « Wilder Penfield, pionnier de la neurochirurgie épileptique ». Et il nous dit, si vous habitez Montréal ou que vous êtes familier avec les noms des rues et avenues de la métropole québécoise, vous connaissez forcément l'avenue du Dr Penfield, artère bordée d'arbres menant vers l'Institut et hôpital neurologique de Montréal. Ce n'est bien sûr pas un hasard si cette avenue est proche de l'Institut. Celle-ci fut renommée en 1978 en l'honneur du Dr Wilder Penfield, fondateur de l'Institut neurologique de Montréal, surnommé souvent le Neuro. En passant, c'est au 3801 rue Université. Wilder Penfield est né en 1891 dans l'État de Washington, aux États-Unis. M. Penfield fréquentera successivement plusieurs universités prestigieuses, passant de Princeton à Oxford pour enfin obtenir son doctorat à l'école de médecine de l'université Johns Hopkins à Baltimore, dans le Maryland. Penfield s'est très tôt intéressé au fonctionnement du cerveau et il garda longtemps en tête l'idée de créer un centre qui regrouperait plusieurs disciplines scientifiques s'intéressant au cerveau et aux symptômes issus de son dysfonctionnement. Et ce sera à Montréal qu'il réalisera son rêve en créant en 1934 l'Institut neurologique de Montréal grâce à plusieurs dons issus de familles fortunées, dont la famille Rockefeller, et aussi avec le soutien financier de la Ville de Montréal et du gouvernement québécois de l'époque. À noter que Wilder Penfield s'était déjà établi dans la métropole puisqu'il avait rejoint la faculté de médecine de l'Université McGill en 1928. Depuis le décès de la sœur du célèbre neurochirurgien suite à une tumeur qu'il avait lui-même enlevé quelques années auparavant, le convaincra encore plus de créer un institut dédié à la recherche sur le cerveau et ses mécanismes. Donc, il avait opéré sa propre sœur. Oui. C'est quelque chose. Là. Faut être oui, c'est contre le code de déontologie parce que je pense qu'on n'a pas le droit d'opérer sur un membre de famille. Ah oui, tu crois-tu? Je pense qu'on n'a pas le droit. Aujourd'hui, à l'époque, je ne sais pas, mais aujourd'hui, on n'a pas le droit. Okay. Peut-être que c'était l'homme le plus qualifié pour le faire. C'est ça, puis il était sûr de ses moyens, en tout cas. Oui. Mais en général, c'est l'attachement affectif qui t'empêche de faire une opération. Je poursuis l'article. Avant l'avènement de la neurochirurgie moderne dans la seconde moitié du 19e siècle, notamment grâce au célèbre Harvey Cushing, considéré comme le père de la discipline, les opérations du cerveau se pratiquaient déjà du temps de la civilisation pré-inca, soit 2000 ans avant Jésus-Christ, voire même du temps du néolithique, puisqu'on pense que des trépanations, c'est-à-dire des opérations à crâne ouvert, étaient pratiquées pour tenter de traiter des manifestations
comme l'épilepsie. On ose cependant imaginer les conditions de l'opération. Cependant, on sait aujourd'hui que les différentes formes d'épilepsie et leurs manifestations dépendent d'une région spécifique du cerveau. Nul doute que sans avoir déterminé de façon précise la région causant les crises, les individus opérés avant les méthodes modernes devaient souffrir de conséquences d'une ablation trop large ou d'une ou de plusieurs parties du cerveau non en cause. On va poursuivre dans la deuxième partie l'Espresso allongé plus tard à Folie douce. Demeurez des nôtres sur le Dr. Wilder Penfield. À venir à l'émission Folie douce, notre collaborateur Bernard Saunier vient nous visiter. Il nous propose un texte. Il nous parle aussi de son expérience en santé mentale. À l'Espresso allongé, nous poursuivons sur le sujet du Dr. Wilder Penfield. Vous entendrez aussi en chanson Apprendre à mentir de Lydia Kepinski et Windigo d'Alexandre Desilets. Vous souhaitez réagir aux propos de l'émission, vous désirez participer à Folie douce, vous avez des idées pour nous, écrivez-nous par courriel à l'adresse foliedouce@antenne.qc.ca ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis plus de 25 ans. De retour au micro dans quelques instants. Les meilleurs chroniqueurs en santé mentale s'expriment sur les ondes de Folie douce. Écoutons-les. C'est avec grand bonheur que je reçois Bernard Saunier. Bonjour Bernard. Salut Yvan. Bienvenue chez toi, parce que, écoute, ça fait des lunes et des années, pour pas dire des siècles. Ça commence à faire un bon bout, hein? Je pense qu'on a fait notre première émission en 99, au siècle dernier, mais c'est intéressant. Les gens te connaissent, il y en a d'autres que peut-être qui ne te connaissent pas, mais à la base, tu écris beaucoup, tu es un auteur depuis des années. J'essaye. Ce que je dis souvent, c'est si écrire, c'est 1000 mots par jour, je le fais. C'est ça, exactement. Puis, comme tu nous as souvent mentionné, t'écris beaucoup pour sortir, si tu veux, les émotions, sortir. Parce que, on le rappelle, tu as eu, il y a longtemps, un diagnostic de schizophrénie paranoïde avec comorbidité. Mais t'es au-dessus de... Maintenant, t'es dans la début soixantaine. C'est un début. J'ai 61 ans. C'est ça. Et ça a beaucoup changé ta vie. Dans le fond, ta vie est mieux qu'il y a 40 ans, disons. Ben oui, c'est sûr. À 20 ans, à 22 ans, j'étais complètement brûlé, complètement fou, complètement très malheureux et très souffrant aussi. Puis tu as réussi avec les années en t'impliquant, d'abord en écrivant, c'est comme ça qu'on t'a connu, mais ces dernières années, tu t'es plus impliqué dans plein de choses. C'est sûr, notre émission, tu as fait souvent des chroniques, mais à d'autres organisations. Je m'implique dans beaucoup de choses, j'aime ça. Ça, à l'Institut universitaire de santé mentale de Montréal, même si ça ne s'appelle plus comme ça, c'est le CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Et qui était auparavant à Louis H. Lafontaine et qui a fait Saint-Jean-de-Dieu. Ça a fait bien des... Mais est-ce que tu as déjà été hospitalisé à l'époque? Non, jamais à Hippolyte. Moi, j'étais hospitalisé. Quand j'étais hospitalisé, on m'a amené à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Tout ça parce que le médecin m'a dit, si tu veux te faire soigner, tu vas toujours au même hôpital. OK. Puis moi, dans le temps, j'habitais dans la région de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Ouais. Ça fait que quand il m'a amené à l'hôpital, il m'a amené là. Puis à partir de là,
j'ai réussi à me faire soigner. C'est ça, exactement. Et on le dit, t'as écrit, je sais même pas si tu as pu compter le nombre de textes que tu as écrits dans ta vie, là. Puis une fois, je te demandais ça, est-ce que tu les relis? Pas vraiment, dans le fond. Des fois, oui, mais, par la force des choses. Mais t'as tout gardé à peu près ce que tu écris? C'est dans mon ordi, oui. Mais avant, tu écrivais à la main avec des cartes, avec des en cahiers. Fait, j'ai écrit beaucoup sur mon blog. Ouais. Puis je vais vous en lire des extraits tantôt. Il y a un blog que tu alimentes régulièrement. Que j'alimente j'essaie de l'alimenter à tous les jours. Puis il y a beaucoup d'écrits. Moi, j'ai souvent, quand je te lis à l'occasion, mais je t'ai toujours trouvé comme un auteur un peu urbain. C'est ta vie, c'est sûr, mais il y a souvent beaucoup d'observations. On sent que tu vis justement à Montréal, assez central, là, centre-sud. Le centre-sud. Centre-sud et tout ça. Tu peux nous en lire un? Ouais, on a quelques textes. C'est intéressant pour voir ta couleur, parce que je pense qu'il y a juste une personne qui peut lire tes textes, c'est toi-même. Est-ce que je peux te donner l'adresse de mon blog? Oui, puis on va le répéter à la fin, mais tu peux le donner. C'est le www.legoulag.blogspot.com. Oui, puis si les gens veulent chercher facilement, ils cherchent Bernard Saunier, le Goulag, c'est facile. C'était pas ça, c'était www.http://legoulag.blogspot.com. Mais c'est certain qu'en faisant des recherches, c'est en fait, on peut chercher aussi avec Bernard Saunier, ça va sortir. Des fois, les gens vont s'en souvenir plus. Mais on t'écoute le premier texte, un texte récent. Là. Bonjour, bonsoir. Encore debout cette nuit. Je sais pas trop quoi vous écrire. Hier, j'étais à une rencontre du groupe d'entraide le matin et dans l'après-midi, j'ai eu un atelier théâtre au Théâtre du Nouveau Monde. C'était fort intéressant. Je vais essayer de rédiger quelque chose pour la semaine prochaine. Ce soir, j'ai une réunion du conseil d'administration d'Antenne Communication. La semaine a commencé en fou. Je sais pas si on peut dire ça, comme toujours, j'y vais avec mon senti. J'entends ronfler le voisin. Hier, je suis revenu en marchant du théâtre. Dans l'après-midi, j'ai eu la chance de saluer la directrice. Mon corps n'est pas à vendre, mon cœur non plus, et j'ai que le silence pour parler de mon âme. J'essaie d'écrire à chaud, de dire l'espérance au matin. Vous savez, et je me traîne dans cette écriture du vouloir insomniaque. Je sais que parfois ma prose vous touche, mais j'arrive pas toujours à cet état. Je suis assis en caleçon devant l'écran de mon ordi et j'essaye de vous dire. Hier, j'ai traversé le quartier gay à pied. C'était très vivant. Un gars sortait du sauna avec une gentille odeur de savon. Voilà où j'en suis. J'ai de la difficulté à nommer l'émotion. La nuit comme ça, tout est bien silencieux. Je suis beaucoup moins paranoïaque, beaucoup moins peureux. J'essaie de dire ce que je veux. J'espère encore et toujours, je ne pense plus à la mort. Le voisin ne ronfle plus, il est sûrement réveillé. À cette heure-ci, il y a des oiseaux de nuit encore debout. Dans la nuit de lundi à mardi, les boîtes sont quand même assez tranquilles. Parfois, quand je marche, c'est comme si j'avais une épée de Damoclès au-dessus de la tête. J'ai peur, tout simplement, peur de la ville. Je sais pas pourquoi. Je sens une menace, quelqu'un dans mon dos. C'est l'angoisse. Dans le goulag occidental, la neige est presque toute fondue. À la campagne, les érables coulent. Ça fait le bonheur des acériculteurs. Dans le frigo, j'ai encore un peu de sirop. Lentement, je médite sur ce que je veux vous écrire. L'idée, c'est pas de faire mon intéressant, juste d'écrire le malaise ou le bien-être. Bien-être, une expression souvent associée à la pauvreté, à des prestations d'aide monétaire accordées par le gouvernement pour survivre en dernière instance. Le malaise est souvent là, même si à tous les jours, j'essaie de faire du mieux que je peux. Je fais pas chanter personne. Je saurais pas comment faire. Le mal, je suis pas très bon là-dedans. J'en ai presque terminé pour cette nuit. Je suis vidé. Pour la photo qui va illustrer ce texte, je veux juste vous dire que je suis pas infographe. Je crois que le voisin lave sa vaisselle pendant ce temps-là, le texte achève. J'ai de la misère à terminer, mais lentement j'y arrive. Il me reste plus qu'à vous remercier d'avoir lu jusque-là.
Quelques mots encore à la prochaine, j'espère. Au revoir, Bernard. Intéressant. Un texte donc qui est publié régulièrement, mais tu as souvent écrit d'ailleurs de nuit. Oui, la nuit, c'est un peu insomniaque. Je suis insomniaque. Comme bien des gens. Il y a des gens qui ont de la misère avec la nuit. Je me couche, puis des fois, je me réveille au milieu de la nuit, puis j'ai les yeux grands ouverts. Mais il y a un calme la nuit qui fait qu'on dirait qu'on est inspiré. Il y a des personnes de nuit aussi, il faut dire. Hein, aussi. Il y a des gens qui fonctionnent mieux la nuit. C'est plus ça... Ce que je veux dire, c'est que c'est presque plus inspirant. Oui, c'est plus inspirant, c'est ça. Puis pour des personnes de nuit, il faut quand même aimer la nuit. En même temps, t'es sûr qu'à 4 heures du matin, il n'y a personne qui va t'appeler à moins qu'il y ait une affaire fait tu peux te concentrer. Bien extraordinaire qui se passe. Ouais. Non, c'est intéressant, mais depuis toujours, tes textes ont vraiment évolué, puis ils ont comme... suivi un peu ton rétablissement. On te suit à travers les textes. C'est ça, il y a de ça aussi. Il y a toute l'histoire du rétablissement là-dedans. Ouais. Tu sais. Puis je dirais que mon coup de crayon, il change aussi avec les années. Puis c'est peut-être j'ai l'impression que c'est un processus qui se finira jamais. Tu crois-tu ça? C'est un peu épeurant. Non, mais dans le sens que... épeurant peut-être, mais tu sais, pour moi, je le vois comme un entraînement. Quelqu'un qui s'entraîne puis qui va être en forme physiquement. Mais c'est important aussi dans le sens que... je te dis que je me relis pas, mais je peux me relire. Puis quand je me relis, ben mettons telle date, tel jour. Ouais. Je vois qu'est-ce que je faisais, où j'étais. Le blog, c'est un peu de ça aussi. Je peux reculer sur le blog, aller chercher le mois de septembre 2010, ou je sais pas, ça fait longtemps que tu le fais. Puis ce que j'ai toujours aimé, c'est que tu nous fais un genre de... c'est un genre d'éphéméride, dans le sens que si tu lis quelque chose il y a 10 ans, on peut se rappeler que, bon, je sais pas, le Canadien avait telle situation, puis il faisait telle température, puis c'est ça qui est intéressant aussi. Je trouve qu'il y a comme une trace dans le temps. C'est très personnel à toi, c'est ta vie, mais en même temps, il y a comme un regard sur la société. J'ai toujours trouvé ça le fun. Ben, j'essaye de... C'est important l'écriture d'aller au plus près de soi, je pense. Ouais. C'est pas aller chercher à l'autre bout du monde ce que tu trouves chez ta voisine à côté ou chez ton voisin. Non. On n'aura peut-être pas le temps pour un autre texte, mais j'aimerais ça parler de tes autres occupations, parce que à l'occasion, tu fais des voyages, mais tu t'impliques aussi dans Reprendre Pouvoir, qui est une organisation. Oui, Reprendre Pouvoir, qui est mon groupe d'entraide, c'est pour les gens qui ont fait valoir notre savoir expérientiel à travers des ateliers, pas des ateliers, des comités de gestion avec des gestionnaires. Des gens qui connaissent de l'intérieur le milieu. Oui, c'est ça. Ce qu'on a vécu à l'hospitalisation, on en parle. Par exemple, quelqu'un qui a vécu la contention, ben, il va aller sur un comité contention, il va expliquer comment... parce qu'autour de la table, il y a des gens qui ont vécu toutes sortes de choses. Pas nécessairement c'est plus des gestionnaires, puis eux autres, ils connaissent ça eux autres, ils gèrent la patente. Donc, dans le fond, vous vous donnez le bon mot en français qui est anglophone, le input des usagers. C'est un peu ça. Là. Puis l'intérêt là-dedans, c'est comme j'expliquais à quelqu'un, c'est que l'intérêt est aussi que l'expérientiel, ça a une valeur. Mm-hmm. Moi, je parle souvent puis avec des gens, puis quand je parle après eux, on me dit tout le temps que ça a une valeur ce que je fais, puis que ça valide ce que ces gens-là disent. Ouais. Puis en même temps, ce que je fais valoir aussi, que c'est que ça, si ça a une valeur, monétairement, ça en a une aussi, puis c'est important de le demander. Ça n'a pas été reconnu tant que ça avant, c'est de quelques années. Là, c'est ça, c'est l'empowerment, c'est de ça qu'il s'agit. C'est quand tu es sur l'aide sociale, tu n'as pas un gros revenu, si tu es capable... l'histoire, c'est toujours de dire l'expérientiel, c'est plus qu'un ticket d'autobus. Mm-hmm. Ouais. Tu sais, avant... on donnait un ticket d'autobus ou une passe à rigueur. Mais écoute, ça a le plus de valeur pour les dirigeants, pour l'amélioration des pour services. l'amélioration. C'est toujours pour ça. C'est toujours pour l'amélioration. Sinon, en quelques minutes, il reste peut-être 2 minutes, Bernard, dans la vie, qu'est-ce qui te passionne? Il y a les voyages, il y a l'art, la lecture, l'art beaucoup. C'est ça, tu t'inspires beaucoup de ça? Oui, ça m'attire toujours.
cette semaine, je parlais avec un copain, on parlait de Napoléon, on parlait de Ben Wider. Oui, qui était un des spécialistes de Napoléon. Un grand spécialiste de Napoléon. C'est vrai. C'est toutes des choses fascinantes, des mondes, c'est des univers qu'on finit jamais de regarder puis de revivre, de relire aussi. Moi, je te connais depuis des années, puis c'est ce que j'admire en toi, c'est ça, c'est l'espèce d'intérêt constant sur d'apprendre des choses ou de voir des choses, de te laisser inspirer. On sent que tu es intéressé à plusieurs choses, mais tu veux comme te nourrir aussi d'art puis tout ça, je trouve ça intéressant. Ça m'a toujours intéressé. Oui, exactement. C'est pas une chose qui tombe. Ça vient de vraiment en toi. Là. C'est ça, c'est moi, je suis comme ça. En terminant, Bernard, peux-tu nous rappeler, on peut chercher, c'est sûr, Bernard Saunier, le Goulag, là, mais ton l'adresse, ça serait http://legoulag.blogspot.com. Excellent. On va aller te lire, c'est certain. Ça me fait plaisir, Yvan. Merci, c'est toujours un plaisir de te recevoir en studio. À une prochaine. Merci à toi. Bye. Bye-bye. Notre site web déborde de contenus originaux et variés au sujet de la santé mentale. Venez nous visiter à antenne.qc.ca, antenne.qc.ca. C'est maintenant le bloc Espresso allongé, le sujet entamé plus tôt sur le docteur Wilder Penfield, Pierre Laporte toujours ici, ainsi que Ghislain Malo. Pierre, c'est un personnage donc on connaît beaucoup par son nom de rue, qui est sur le Mont-Royal. Tout le monde connaît la rue, mais l'avenue du docteur Penfield. Un grand exploit pour la Ville de Montréal d'avoir mis la main sur une sommité dans son domaine dans les années 30. Oui, c'est ça, effectivement. C'est vrai. Donc, je poursuis ma lecture de cet article qui s'appelle « Wilder Penfield ». Pionnier de la neurochirurgie épileptique. C'est écrit par M. Jérémy Boucher, Innovic. Alors, il nous dit la grande idée du Dr Penfield dans les années 50 aura été d'identifier la zone responsable des crises en interagissant avec le patient durant l'opération. On laisse l'opéré conscient tout en anesthésiant la zone qui fait l'objet de la chirurgie. La technique consiste alors à stimuler électriquement différentes zones du cerveau afin de détecter la ou les zones en cause dans le déclenchement des crises. Il suffit ensuite au neurochirurgien d'enlever la zone responsable des crises tout en prenant soin de ne pas endommager les tissus environnants. Cette technique est devenue si populaire qu'on lui a même attribué le titre de méthode de Montréal, en anglais de Montreal Procedure. Penfield savait de plus que certains épileptiques développent des signes avant-coureurs, comme des hallucinations visuelles, auditives ou olfactives. Il cherchait donc à recréer ces signes avant-coureurs lors des chirurgies. Et la technique était si efficace que l'ensemble des chirurgiens dans le monde l'a mis en pratique. C'est assez incroyable de penser que des opérations à crâne ouvert se faisaient dans le début du siècle dernier. Oui, c'est vrai. Incroyable. Oui. Certains épileptiques peuvent être traités en ayant recours à un traitement pharmacologique, c'est-à-dire seulement avec l'aide de médicaments. Cependant, il existe des formes d'épilepsie dites pharmaco-résistantes qui impliquent une opération chirurgicale du cerveau. Le Dr Penfield avait ouvert la voie à ce type de traitement, même si la technique a évolué de nos jours. On fait désormais largement appel à l'électroencéphalographie pour le diagnostic épileptique et à l'imagerie par résonance magnétique qu'on appelle l'IRM cérébrale pour la détection des zones du cerveau responsables des crises. Le Neuro, dont je vous ai parlé un peu plus tôt, a cependant été un établissement pionnier dans l'utilisation de ces deux techniques. Donc, ça demeure encore aujourd'hui un pionnier, c'est ça, à Montréal, qui c'est parti, comme tu disais, la méthode montréalaise. Oui. C'est sûr qu'il a aussi gagné une multitude de prix pour sa découverte. Là. Oui, je vais peut-être avoir le temps même d'énumérer tous ces honneurs. Les épisodes de crise, donc, chez les patients souffrant d'épilepsie sévère peuvent être très impressionnants, mais il est tout aussi impressionnant de voir les progrès effectués en neurochirurgie depuis le développement de la procédure de Montréal. Les techniques opératoires actuelles permettent en effet aux neurochirurgiens de limiter l'impact de la craniectomie, c'est-à-dire
l'acte qui consiste à sectionner un ou plusieurs os du crâne. Et il est impressionnant de constater que dans certains cas, les patients opérés peuvent sortir de l'hôpital seulement quelques jours après l'opération. C'est assez remarquable. Peut-être avec un chapeau aussi, peut-être. Non, mais c'est incroyable, pareil, parce que le cerveau, on sait que c'est un... Écoute, s'il y a quelque chose de fragile et puissant dans le corps, c'est bien le cerveau. Oui, oui. Ça reste encore une des régions du corps la plus fascinante et encore la plus inexplorée. Oui, exactement. On dit qu'au Canada, on estime que 500 chirurgies ayant pour but de traiter l'épilepsie sont pratiquées chaque année. Cependant, de 2000 à 5000 personnes sont candidates à ce type d'intervention. Et chez nos cousins français, on dit que la situation est plus préoccupante puisque ce serait de 10 000 à 20 000 personnes qui pourraient bénéficier de ce traitement, mais qui se situent sur la liste d'attente souvent très longue. Oui, c'est ça, il y a une plus grosse population. Ouais. Et si on regarde à l'échelle planétaire, l'Organisation mondiale pour la santé évalue le nombre d'épileptiques à 50 millions, sachant que la maladie est pharmaco-résistante dans 30 à 40% des cas. Ce sont de 15 à 20 millions de personnes qui pourraient être candidats à ce type d'opération, alors que près de 80% des personnes souffrant d'épilepsie vivent dans les pays en développement. Et en créant l'Institut neurologique de Montréal il y a 80 ans et en inventant une nouvelle technique de traitement de l'épilepsie il y a 60 ans, le Dr Wilder Penfield a révolutionné la neurochirurgie, la connaissance du cerveau ainsi que son fonctionnement. Ouais, ça, c'est... Oui, c'est sûr. Mais ça l'aide aussi quand t'es un membre de ta famille qui a souffert d'un problème que tu fais la recherche. Ouais. Souvent, les chercheurs, ça part de là. Ça part de l'intérêt parce que membre de leur famille a souffert de la maladie. Oui. Et dans un autre article sur le Dr Wilder Penfield, c'est sur le site de l'Université McGill, il y a quelques citations intéressantes. Il y avait Sir George Pickering, qui était titulaire de la chaire de médecine à l'Université d'Oxford. Il avait dit « Wilder Penfield était un grand chirurgien et un grand savant, mais aussi un être humain d'encore plus grande valeur. » Donc ça, c'était pour le titulaire de la chaire de médecine à Oxford. Et le docteur avait lui-même dit « La neurochirurgie est une terrible profession. » Il avait déclaré ça en 1921. Il avait dit « Si je ne croyais pas que les choses vont s'améliorer de mon vivant, j'en viendrais à la détester. » Et il avait dit aussi j'aurais pas le temps. Je vais m'arrêter ici. Alors, on va donner sur le site... Sur le site web, les références, toujours, justement, de ce que tu as lu. Tu peux quand même rappeler peut-être le titre de l'article rapidement, mais sinon... il y avait Wilder Penfield, pionnier de la neurochirurgie épileptique par M. Jérémy Boucher-Inovic. Et vous pouvez aller aussi sur le site de l'Université McGill. Merci beaucoup, Pierre. Merci, Ghislain, pour ce beau sujet. Vous aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca, antenne.qc.ca. En conclusion de ce rendez-vous de Folie douce, Ghislain Mario en ma compagnie, on va nommer les chansons qu'on a entendues dans l'émission d'aujourd'hui. En début d'émission, Chagrin d'honneur. De Kent. On a pu écouter Diva. De Stéphane Delrim. Oui, dans la deuxième demi, on a pu entendre Apprendre à mentir. De Lydia Kepinski. Et à l'instant, Windigo. D'Alexandre Desilets. Voilà, merci beaucoup pour votre choix musical à toi et à Pierre Laporte. Merci Pierre Laporte aussi pour la mise en onde. Bienvenue. Ainsi que pour tes blocs Espresso et Allongé où tu nous as parlé du docteur Wilder Penfield. On connaît un petit peu mieux finalement, plus que le nom de il y a beaucoup d'autres choses à dire sur lui. Sûrement. Il a une vie très spéciale. Merci pour ton sujet, c'était très intéressant. Merci à notre invité en début d'émission, Jean-François Duprat, qui nous a parlé de son projet Vaincre la maladie mentale, un sommet à la fois, donc vraiment s'attaquer aux différents monts un peu partout sur la planète. C'est tout un défi, on verra bien avec les années comment il pourra réussir son exploit. Je remercie notre collaborateur Bernard Saunier qui nous a lu un de ses textes et qui nous a parlé aussi de son expérience en santé mentale. C'était fort intéressant de recevoir Bernard, qu'on connaît depuis très longtemps. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie douce. Au revoir.
do do